Très bien, les amis, bon mardi à tous. Épisode amusant pour vous aujourd'hui, car Emmanuel Macron vient d'être interrogé à propos de ce procès sans précédent intenté contre moi, et il est vraiment un petit voyou. Il refuse de prononcer mon nom tout en parlant de moi. Je vais vous montrer ça. Aussi, ne vous emballez pas trop, mais quelqu'un pense avoir aperçu Jean-Michel Trogneux sur une photo datant des années 1970, ce qui correspond à peu près à l'époque où JMT a disparu. Et il est en Amérique? Si c'est vraiment lui, nous n'en avons en fait aucune certitude. Comme je l'ai dit, ça va être un épisode très excitant. Allons-y tout de suite. Bienvenue à nouveau dans Candace. J'ai dit de ne pas s'exciter, mais en réalité, je suis plutôt excitée. Avant tout, Emmanuel Macron, c'est juste un minus. Un vrai grand minus. Je dois dire qu'il va probablement inclure ça quelque part ailleurs dans un procès quand il le relancera. Je ne sais pas, mais à ce stade, c'est indéniable, non? C'est tellement pathétique de voir cet homme aller partout et essayer d'expliquer, comme si on pouvait vraiment comprendre qu'ils sont tous des acteurs. Ce ne sont que des acteurs. Bref, aujourd'hui, il y a un énorme article dans Paris Match, qui est une publication grand public là-bas, dans lequel Emmanuel Macron est interviewé par un journaliste bienveillant. Pour être très clair, c'est un journaliste bienveillant qui respecte profondément Macron, qui pense probablement que c'est un génie ou peu importe. Et ce journaliste s'appelle Darius Rockben. Et bien sûr, il ne peut pas ignorer l'éléphant dans la pièce. Il pose la question suivante à Emmanuel Macron. Évidemment, nous traduisons ceci en anglais. Mais Darius dit « Les cercles nationalistes américains vous sont hostiles. Vous avez décidé de porter plainte contre Candace Owens, l'influenceuse qui répand la rumeur selon laquelle votre épouse serait un homme. Cela rompt avec la coutume largement répandue parmi les chefs d'État de ne pas réagir à ce genre d'attaque. Emmanuel Macron répond alors « Oui, il y avait une tradition qui disait qu'il fallait laisser couler. C'est ce que nous avons fait au début. Au départ, c'était en France. On nous a conseillé de ne pas porter plainte. Cela risque de provoquer ce qu'on appelle l'effet Streisand, qui attire encore plus l'attention sur ces mensonges. Mais cela a pris une telle ampleur aux États-Unis que nous avons dû réagir. Il s'agit de faire respecter la vérité. Faire respecter la vérité. Nous parlons de l'état civil de la première dame de France. Une épouse, une mère, une grand-mère. Ce n'est pas la liberté d'expression que de vouloir empêcher le rétablissement. De la vérité. Ceux qui vous parlent de cette prétendue liberté d'expression sont ceux qui interdisent les journalistes dans le bureau ovale. Je n'accepte pas cela. D'accord, quoi? Hein? Il y a beaucoup à déballer ici. Alors la personne lui répond, Darius lui répond, et il dit « Donc vous irez jusqu'au bout dans ce combat pour obtenir une condamnation? » Et Emmanuel Macron répond « Bien sûr, il s'agit de défendre mon honneur. » Parce que c'est n'importe quoi. Elle, en parlant de moi, est quelqu'un qui savait très bien qu'elle détenait de fausses informations, et elle l'a fait dans le but de nuire, au service d'une idéologie et avec des liens établis avec des dirigeants d'extrême droite. Fin de citation. Très bien, les gars, il s'agit d'honneur. C'est juste une question d'honneur. Et c'est une épouse et c'est une mère. Et vous ne comprenez pas qu'il doit faire ça? Ce n'est pas une question de liberté d'expression. C'est plus important que la liberté d'expression, parce que ceux qui revendiquent la liberté d'expression sont les mêmes qui refuseraient l'accès des journalistes à la salle de presse de la Maison-Blanche. Ça n'a rien à voir avec moi. Honnêtement, on dirait une pique contre Trump ou quelque chose comme ça. Donc oui, il dit qu'on n'a pas à réfléchir à la question de la parole ici. Nous allons poursuivre. Nous allons la condamner. Et bien sûr, ce journaliste, parce qu'il est un représentant de l'État, c'est comme ça qu'on obtient ses interviews avec les présidents. Il faut être prêt à les regarder et à leur dire « Vous êtes incroyables. Vous brillez tellement, surtout en Europe. » Bien sûr, le journaliste Darius ne pose jamais les questions évidentes ici. Il ne demande jamais à Emmanuel Macron pourquoi exactement il ne choisit pas la voie bien plus simple de défendre son soi-disant honneur. En demandant simplement à sa femme, soi-disant femme, de publier des photos des 30 premières années de sa vie. Vous savez, ce vide dans sa vie. On a l'impression que si vous vouliez vraiment défendre votre honneur, vous le feriez tout simplement. Peut-être se promener avec Jean-Michel Trogg. Non, mais non, il ne peut pas faire ça. Et le journaliste ne peut pas non plus demander pourquoi il ne le fait pas. Curieusement, le journaliste a peut-être aussi oublié de poser à Emmanuel Macron la question encore plus importante.
Du genre, et si c'est vraiment le cas, pourquoi ne poursuivez-vous pas Xavier Poussard en justice? Vous dites que la série est devenue si populaire en Amérique. Eh bien, cette série était basée sur le livre qui a été écrit par un citoyen français sur lequel nous avons donc un certain pouvoir. Oui, nous sommes français. Oui, vous êtes le président français. Xavier Poussard, cible facile, il est français. Poursuivez-le d'abord pour diffamation. Non, 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 non. Vous n'avez pas posé cette question. Non. Je lui donne toujours raison. Xavier Bessard a été présenté dans ma série expliquant le livre et toute son enquête, et il n'est pas poursuivi pour diffamation. À la place, il est poursuivi pour cyberharcèlement. Alors, de quoi s'agit-il vraiment, Emmanuel Macron? Nous n'allons pas l'apprendre des journalistes. Bien sûr, Darius n'a même pas réagi à l'idée la plus absurde ici. Emmanuel Macron prétend qu'il a dû porter plainte parce que l'affaire a pris une telle ampleur en Amérique. Et donc, il a déposé la plainte, puis il en a fait un sujet mondial? De quoi parle-t-on? Vous allez vous battre jusqu'au bout pour une condamnation sévère? Très bien. On adore ça, Emmanuel, parce qu'on veut te voir t'asseoir au tribunal. On veut pouvoir poser ces questions auxquelles tu refuses toujours de répondre, auxquelles Brigitte refuse toujours de répondre. C'est tout ce que tout le monde demande. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est adressé à toi avant même de publier le premier épisode. Bonne chance pour prouver la norme de réelle malveillance alors que tu avais toi-même la possibilité de dissiper toutes ces soi-disant rumeurs sur le véritable sexe de ta femme. De toute façon, les gars, c'est complètement fou. Il ne dira pas mon nom? Il ne dira pas mon nom. Je me sens comme Destiny's Child en ce moment. Vraiment. Vous vous souvenez de Say My Name? Pourquoi changer? Dis mon nom, dis mon nom. Si personne n'est autour de toi. C'est exactement ce que je ressens en ce moment, tu vois. Il agit de façon un peu louche. On sait bien que ce n'est pas une dame. Macron, dis mon nom. Bon, maintenant, passons à autre chose. Tout aussi intéressant, voire encore plus intéressant, en fait, bien plus intéressant, potentiellement quelque chose. D'accord, c'est potentiellement quelque chose. Ne nous emballons pas trop vite. Je ne présente cela que parce que nous voulons plus d'informations. Et il s'agit d'une enquête ouverte. Comme je l'ai dit, ce serait une enquête close s'ils pouvaient eux-mêmes répondre à ces questions, mais ils ne le peuvent pas à cause de la vie privée, la vie privée, la vie privée. Ouais. Bon, juste pour récapituler avant qu'on arrive à cette photo, la piste de Jean-Michel Trogneau devient complètement froide. Juste avant 1970, d'accord? Donc, je vais revenir à cette chronologie que nous avons présentée tout au long de notre série Devenir Brigitte, parce que vous avez probablement besoin d'un petit rappel ici. On y va. Nous venons de retracer la vie de Jean-Michel Trogneau depuis sa naissance en 1945. Mais la partie pertinente sur laquelle je veux que vous vous concentriez est celle de 1963, car c'est l'année où Jean-Michel Trogneau a 18 ans. D'accord? Et c'est ainsi qu'à cette époque en France, les hommes étaient tenus de s'engager dans l'armée. C'était compulsif. Vous avez 18 ans. Vous devez vous inscrire ou alors vous devez présenter une raison valable pour laquelle vous ne pouvez pas rejoindre l'armée à ce moment-là. Donc, nous savons que le 12 février 1963, selon l'excellent travail de Xavier Poussard, le lendemain du 18e anniversaire de Jean-Michel Trogneau, son père, Jean Trogneau, effectue l'inscription militaire au nom de son fils. Et ce qui est étrange cette année-là, c'est que dans ce dossier, alors que son père demande un report, on apprend que Jean-Michel vit en Algérie au début de cette année. Puis, nous savons qu'à la fin de cette même année, il est de retour en France et il est dans une école d'ingénieurs, d'accord? C'est là que Xavier et les journalistes ont pu retrouver cette photo, désormais tristement célèbre, cette photo de Jean-Michel de 1963, je crois, 64, prise dans une école d'ingénieurs en France. OK, super. Xavier Poussard a ensuite pu confirmer dans son livre que 2 ans plus tard, en 1965, Jean-Michel demande un autre sursis militaire de 2 ans, ce qui nous amène à 1967. Et grâce à un journaliste grand public, souvenez-vous, l'histoire raconte que les gens ont commencé à s'en rendre compte. Il y avait un frère ou une sœur dont on n'avait pas de nouvelles, alors que Brigitte Macron est maintenant la première dame de France. Et ils regardent cette photo et se disent « Attendez une seconde, on sait où sont censés être tous ses frères et sœurs, mais on ne sait pas où est ce petit gars à gauche qui ressemble exactement à Brigitte, Jean-Michel. » Et parce que la presse a pu prendre les devants et dire « Oh oui, c'est effectivement un frère ou une sœur manquant. Voyons qui il est. » Un journaliste grand public a pu confirmer qu'en 1967, Jean-Michel Trogneau se trouvait à Speyer, en Allemagne. D'accord.
Là-bas, il était inscrit comme sous-officier et jouait au hockey sur gazon au club de Spire pour la saison 1967 à 1968. Donc c'est là qu'il était. Il était en Allemagne. Et cela pourrait avoir du sens car il y avait un régiment du génie à Spire à cette époque. Militairement parlant, cela pourrait être logique. Mais après 1967-1968, la piste se refroidit. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Jean-Michel Trogneau à travers la documentation. Mais ce que nous savons, c'est que Xavier Poussard a essayé d'accéder plus en détail à son dossier militaire. Et nous savons que ce dossier militaire n'a pas été clôturé avant 1981. D'accord, donc Xavier Pizarro voulait dire, il a dit « J'aimerais consulter ce dossier ». Cela fait évidemment très longtemps pour voir ce que ce type a fait pendant toutes ces années. Et l'armée a répondu « Non, pas question. Vous ne pouvez pas l'avoir ». Et leur raison était que cela révélerait des informations médicales privées. Donc c'était une question de confidentialité. Il y a ici des informations médicales privées. Vous ne pouvez pas l'avoir. D'accord. Donc la question plus large que nous nous posons depuis le début de la série est « Qu'est-ce que Jean-Michel faisait pour l'armée pendant toutes ces années, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faisait de 1968 à 1981 pour l'armée? » Et ce qui est intéressant, c'est que nous savons avec certitude que Brigitte Macron affirme pendant toute cette période, si on peut la situer quelque part, la situer, qu'elle était en Amérique pour l'alunissage. Encore une fois, c'était avant que tout ce scandale n'éclate, donc elle en disait peut-être un peu trop, mais c'est assurément intéressant. C'est quelque chose que nous aimerions lui demander sous serment. Elle a dit à un journaliste en 2021, voici le titre, d'accord, donc vous pouvez le vérifier vous-même, que, et le titre ici est « Brigitte Macron est nostalgique de sa jeunesse américaine ». J'étais là quand Armstrong a marché sur la Lune. Oui, voici la citation directe tirée de cet article. Il est écrit, encore une fois, c'est Brigitte qui fait cette déclaration traduite du français. Elle a dit « C'est le pays où je suis le plus allée quand j'étais adolescente », a-t-elle déclaré lors de son entretien avec Alba Ventura. J'étais là quand Armstrong a posé le pied sur la Lune. J'ai vécu cela avec les Américains. D'accord, c'est très intéressant. Elle dit que le 20 juillet 1969, elle a vécu ce moment avec des Américains. D'accord. La femme du chef de l'État dit qu'après tout ce qu'elle a traversé, elle ressent cette affinité avec l'Amérique. Elle dit aussi ailleurs dans l'article « J'ai vécu cela avec les Américains », en parlant de l'alunissage, et ajoute, je cite, « J'ai des souvenirs, et les souvenirs d'adolescence sont ceux qui restent dans nos cœurs. » D'accord, vous aimez l'Amérique. Eh bien, l'Amérique vous aime aussi. Si vous pouviez nous dire ce que vous faisiez ici ou vous célébriez cela, avec qui exactement vous étiez lorsque vous le fêtiez. C'est pourquoi cette prochaine partie est très intéressante, car quelqu'un sur X, et encore une fois, je vous le rappelle, nous ne faisons qu'enquêter ici. Nous posons littéralement des questions et il est toujours plus rapide de s'adresser directement au public car les détectives d'Internet sont les meilleurs. C'est un peu comme notre propre CIA. C'est l'agence de renseignement Candace, composée de mamans et de papas détectives partout. Eh bien, quelqu'un sur X a attiré mon attention en affirmant avoir vu une personne qui, selon lui, ressemblait à Jean-Michel Trogneau dans un documentaire qu'il regardait sur l'expérience de la prison de l'Université de Stanford. D'accord, voici un tweet, juste pour que vous sachiez, je n'ai pas inventé ça. Voici le tweet. Je regardais l'émission télé sur l'expérience de la prison de Stanford. Le premier épisode montre le profil de ce jeune homme. À la 5e minute et 45 secondes, j'ai dû revenir en arrière et regarder à nouveau. Et là, je me suis dit, waouh, c'est un regard. Écoutez, je ne suis pas exactement une technologie ici, mais il me semble vraiment familier. Et en parlant de psychologie, tout ce dont nous avons discuté dans ce podcast à propos de la psychologie, de la lecture du chaos, ça a attiré mon attention. D'accord. Et puis quand on apprend ce qu'était l'expérience de la prison de Stanford, ça éveille encore plus votre curiosité. Qu'était-ce que l'expérience de la prison de Stanford? Eh bien, c'était l'une des expériences psychologiques les plus controversées de l'histoire. Je ne plaisante pas, de toute l'histoire. Elle était controversée non seulement à cause de ce qui a été fait, mais aussi parce que, des années plus tard, un historien français a essentiellement dit, en regardant tout cela avec du recul, que c'était du théâtre. Ces gens étaient en fait en train de jouer un rôle. Beaucoup de choses que le public a entendues n'étaient tout simplement pas vraies. Ils ont mené cette expérience parce qu'ils voulaient obtenir un certain résultat.
Laissez-moi vous en parler. Voici ce que nous savons avec certitude. D'accord? Ce que nous savons avec certitude, c'est que l'expérience a eu lieu en 1971 et qu'elle a été financée par la Marine des États-Unis. Et les Marines. Elle a été financée par l'armée parce qu'ils voulaient explorer le comportement antisocial. Ils voulaient déterminer si, lorsqu'on est soumis à une pression extrême et à des abus, d'accord, réfléchissez à ça. Ils voulaient savoir si, lorsqu'on est soumis à une pression extrême et à des abus, on pouvait transformer des individus psychologiquement sains en personnes capables d'adopter des comportements tordus. Par exemple, allez-vous suivre le groupe? Vous arrivez, vous vous asseyez, vous êtes une personne saine. Vous n'êtes pas quelqu'un qui ferait quoi que ce soit de dérangé. Eh bien, si on continue à vous pousser, à vous provoquer et à vous maltraiter, allez-vous finir par participer? Personne ne sait jamais pourquoi notre armée, la marine, s'y intéresse. Personne ne peut répondre à la question de savoir pourquoi ils s'intéressent à ce genre d'expériences étranges. Mais je m'égare. Vous connaissez déjà mon opinion sur la psychologie. Bref, la façon dont cela a fonctionné, c'est qu'ils ont publié une annonce dans le journal. C'était uniquement pour les gens du campus. Et ils ont trouvé 24 étudiants masculins en bonne santé. Ils ont sélectionné 24 étudiants sur 75 candidats qui ont ensuite été soumis à un examen pour détecter d'éventuels problèmes psychologiques ou médicaux afin de s'assurer qu'ils n'en avaient pas. Les participants ont ensuite été répartis au hasard pour jouer soit le rôle de prisonnier dans la simulation, soit celui de gardien dans cette fausse prison. En gros, le psychologue responsable, ce type vraiment louche, enfin, quand je le regarde, je me dis juste, Vous voyez vraiment malsain Philippe Zimbardo et quelques étudiants diplômés. Ils ont simulé un environnement carcéral et ont simplement étudié les effets psychologiques du pouvoir perçu et des rôles situationnels. Les gardiens sont devenus de plus en plus autoritaires et on nous dit que les gardiens faisaient partie de l'expérience. D'accord. Ils sont devenus de plus en plus autoritaires, abusifs, sadiques, tandis que les prisonniers montrèrent des signes de détresse extrême et finissèrent par se soumettre. L'expérience était initialement prévue pour durer 2 semaines, mais elle a dû être interrompue après seulement 6 jours en raison des réactions et comportements psychologiques extrêmes manifestés par les participants, aussi bien les gardiens que les prisonniers. Et apparemment, c'est la femme de ce type qui a mis fin à l'expérience. Elle est aussi psychologue, Christina Maslach. Elle arrive. Elle dit « Oh là là, vous souffrez trop ». On doit mettre fin à cette expérience avec ces étudiants diplômés qui en sont maintenant à se maltraiter les uns les autres. Bref, je vais vous montrer un extrait d'un de ces soi-disant gardiens qui adorait parler de son rôle de gardien et qui dit « Ah oui, j'ai juste signé pour ce truc. J'étais étudiant et je me suis lancé dedans. J'aimais juste maltraiter les gens. Je veux dire, j'ai été choisi au hasard comme gardien et ça m'allait très bien. » Ce gars s'appelle Dave Eshelman. Écoutez ça. Chaque jour, je me disais, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour intensifier ce qu'on a fait la veille? Comment peut-on aller plus loin? Pourquoi vouliez-vous intensifier les choses? Pour 2 raisons, je pense. La première, c'est que je croyais vraiment aider les chercheurs à mieux comprendre le comportement humain. D'un autre côté, ça m'intéressait personnellement. Vous savez, je ne peux pas dire que je n'aimais pas ce que je faisais. Peut-être que, vous savez, avoir autant de pouvoir sur ces pauvres prisonniers sans défense, peut-être que, quelque part, ça vous procure un certain plaisir. Je ne pourrais pas inventer ça, même si je le voulais. Mais encore une fois, pour ceux d'entre vous qui sont dans le club de lecture et qui découvrent Sigmund Freud, ce n'est rien. C'est presque la norme en psychologie, avec toutes les études et le gaslighting qui en font partie. Quoi qu'il en soit, cela est devenu un scandale encore plus énorme parce qu'il y avait cet historien, un historien français, il s'appelle Thibault Le Texier. Et il a décidé d'approfondir cette expérience et a découvert que beaucoup de choses racontées au public à son sujet étaient tout simplement fausses. C'était plus du théâtre. Ensuite, il y a eu un participant à l'expérience qui a déclaré avoir reçu pour consigne de donner des interviews par la suite et de dire ce qu'on lui demandait de dire. Et sa récompense pour cela, c'est que Philippe Zimbardo lui a essentiellement donné tout un tas de titres et il a été autorisé à lancer sa propre carrière en psychologie. Il y a beaucoup à dire là-dessus, comme sur le fait de savoir si c'était réel ou si ces personnes savaient ce qu'elles faisaient en y participant, parce qu'elles voulaient essentiellement pouvoir dire « Eh bien, cette étude a montré ceci, donc maintenant c'est officiel. » Et ce type, Eshelman, il est vraiment louche.
En réalité, il est le fils d'un professeur d'ingénierie à Stanford et il était étudiant à l'université Chapman au moment de l'expérience. Comme je l'ai dit, il a été le gardien le plus abusif de la prison, il s'est vraiment pris au jeu, il était extrêmement sadique. Et plus tard, il a même décrit qu'il se sentait mal pour les personnes qu'il avait maltraitées, ou je suppose qu'on pourrait dire qu'il avait de l'empathie pour la prison. Désolé, c'était la Navy, la galerie des militaires. Peux-tu afficher ce clip? Ou pardon, affiche la capture d'écran de ce qui s'est passé en Irak. En gros, il y avait un groupe de soldats et ils se livraient à des abus. C'était à Abu Ghraib et le scandale a éclaté. Et il dit ici, ma première réaction a été « c'est tellement familier pour moi ». Je savais exactement ce qui se passait. Je pouvais m'imaginer au milieu de tout ça et regarder la situation devenir incontrôlable. Lorsque vous avez peu ou pas de supervision sur ce que vous faites et que personne n'intervient pour dire « Hé, tu ne peux pas faire ça », les choses ne cessent alors de s'aggraver. Donc, il sort un peu du lot et donne une excuse pour les abus sexuels et l'humiliation auxquels se livraient les soldats américains dans cette prison sur les Irakiens qu'il gardait. Très intéressant. Maintenant, il devient un peu l'autorité sur le sujet. C'est un peu un terrier de lapin. Ce que je veux dire, c'est que cette image a vraiment attiré mon attention. Je me suis demandé, est-ce que ça pourrait être JMT? Je ne sais pas. Évidemment, je n'en ai aucune idée. Et tout ce que nous cherchons, c'est plus d'informations, honnêtement, pour écarter cette possibilité, pour l'écarter, parce qu'on ne sait tout simplement pas où est passé JMT. On ne sait pas ce qu'il faisait dans l'armée. On ne sait pas pourquoi. De plus, le gouvernement des États-Unis ne s'implique pas ici et ne dit pas à Emmanuel Macron de s'en aller. Est-ce qu'ils savent quelque chose? Est-ce que nous, on ignore quelque chose? Ça pourrait être une impasse. Mais il y a quelque chose d'intéressant dont je peux vous parler, c'est que peu importe à quel point je creuse sur cette expérience, je n'arrive pas à trouver une simple liste des 24 étudiants qui y ont participé. Ça devrait être très facile à trouver. C'était financé par l'armée. Ils ont réalisé des documentaires. Ils ont mis des photos en ligne. Ne m'envoyez pas ça, les gars. On sait déjà que l'Université de Stanford a mis en ligne une multitude de photos et de rapports concernant l'expérience, mais en réalité, il ne montre pas 24 participants. Il ne donne pas les noms des 24 participants. Il n'y a aucun moyen pour nous de passer en revue tout ça et de se dire « OK, cette personne est ici, cette personne est là », pour simplement se dire « OK, voilà qui était cet individu, voilà qui était ce prisonnier, voilà qui était ce diplômé. » Et nous pouvons confirmer que tout le monde ici n'était qu'un étudiant américain. Et oui, et voici ce que fait cet individu aujourd'hui. C'est ce qu'on aimerait faire, non? Alors peut-être que vous êtes étudiant à l'université de Stanford, peut-être que vous connaissez un étudiant de l'université de Stanford. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez chercher cette masse de preuves. Trouvez la liste des étudiants qui ont participé à cette expérience et envoyez-nous vos infos à canizon.com. Peut-être que vous êtes dans l'armée, peut-être que vous êtes dans la marine et que vous avez accès à ces informations ou que vous savez où les trouver. Et évidemment, en supposant que ce soit public, ce qui doit l'être, j'imagine, merci de nous envoyer un email et de nous dire « Oui, en fait, peut-être que vous avez participé. Peut-être que vous faites partie des 24. Et vous pouvez nous confirmer « Oui, je connaissais tous ces étudiants qui ont participé. Et voici ce qui s'est passé. » Voici plus d'informations à ce sujet. Il semble que ce soit toujours le même tout petit groupe de soi-disant étudiants impliqués qui en parlent. Et il y en a beaucoup qui manquent à l'appel. Et nous avons le temps et la patience de creuser la question, surtout quand le président de la France me poursuit en justice. C'est devenu ma passion maintenant. Voilà tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Maintenant, je vais passer la parole à Goldco, car selon des rapports, les banques centrales du monde entier achèteraient 2 fois plus d'or que ce que suggèrent les chiffres officiels. Elles contournent les marchés traditionnels et achètent de l'or directement auprès des mineurs en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Cela signifie pas de dollars américains, juste de l'or physique, tout simplement. Ce changement n'est pas seulement symbolique, il pourrait être stratégique. Il pourrait chercher à contourner les systèmes financiers occidentaux. Au fil des années, nous avons tous connu des périodes difficiles. Nous avons connu une forte inflation, une dette nationale croissante, la volatilité des marchés et des guerres sans fin. C'est pourquoi particuliers et banques se tournent vers l'or, car il est réel, tangible et conserve sa valeur depuis des millénaires, contrairement aux marchés boursiers ou aux devises. L'or ne disparaît pas quand les politiciens prennent de mauvaises décisions, ce qui arrive très souvent aujourd'hui. Goldco sont les experts en qui j'ai confiance pour protéger votre retraite avec des métaux précieux. Que vous soyez préoccupé par l'inflation, les dépenses publiques, ou que vous vouliez simplement être rassuré, Goldco simplifie tout.
Il suffit de visiter CandiceLikesGold.com pour recevoir gratuitement votre kit or et argent 2025 et découvrir comment obtenir jusqu'à 10% d'argent gratuit. Alors, n'attendez pas la prochaine crise. Protégez votre avenir dès aujourd'hui. Rendez-vous sur CandiceLikesGold.com. Encore une fois, c'est CandiceLikesGold.com. Aussi, le système n'est pas cassé. C'est truqué. Submergé par les dettes, c'est ce qu'ils veulent. Les banques profitent de votre détresse. Les créanciers gagnent quand vous perdez, mais vous n'êtes plus obligé de jouer. PDS Debt vous aide à reprendre le contrôle. Ils ont aidé des centaines de milliers à se libérer des cartes de crédit, prêts, taux d'intérêt élevés. C'est votre argent et avenir. Il est temps de vous battre pour les deux. PDS Debt va au-delà des chiffres pour comprendre votre situation financière unique et élaborer un plan personnalisé conçu spécialement pour vous. Aucun score de crédit minimum n'est requis. Ils sont là pour vous aider à économiser plus d'argent, à rembourser vos dettes plus rapidement et à remettre l'argent là où il doit être, c'est-à-dire dans votre poche. PDS Debt est notée A+ par le Better Business Bureau. Elle affiche des milliers d'avis 5 étoiles sur Google et une note de 5 étoiles sur Trustpilot. Pourquoi? Parce que PDS a aidé des centaines de milliers de personnes à se désendetter. Vous n'êtes qu'à 30 secondes d'être libéré de vos dettes. Obtenez votre évaluation gratuite et trouvez dès maintenant la meilleure option pour vous sur pdsdebt.com Candice. Encore une fois, pdsdebt.com Candice. pdsdebt.com Candice. D'accord, voici les dernières nouvelles. C'est un peu surprenant. Je ne comprends pas pourquoi les médias ont omis cela hier. Ils avaient clairement accès aux documents d'inculpation de ce responsable israélien de la cybersécurité qui travaille sous le gouvernement de Bibi Netanyahou. Rappelez-vous, je vous en ai parlé hier. Il n'était à Las Vegas que pour une conférence et il a décidé, je ne sais pas pourquoi, qu'il devait absolument essayer d'avoir des relations sexuelles avec un mineur. Et il s'est fait prendre. Et la police a arrêté 8 personnes. Il faisait partie du groupe « Oh, mais je suis israélien. Les règles ne s'appliquent pas. On dirige un peu les choses ici. » Eh bien, devinez quoi? Il s'avère qu'il a déclaré, dans un document d'inculpation, à la police de Henderson au Nevada, qu'il venait tout juste de rencontrer des responsables de la NSA. D'accord, donc il existe maintenant un entretien enregistré avec lui, et d'ailleurs, il s'appelle Tom Artyom Alexandrovitch. Et il existe maintenant un entretien enregistré dans lequel il leur dit qu'il a eu une réunion avec la NSA, qu'il a rencontré la NSA. Il devait avoir une autre réunion avec la NSA le lendemain de son arrestation, et il avait déjà rencontré plusieurs personnes du Bureau et de la NSA au cours de la semaine précédente. Donc, oui, pouvez-vous imaginer ça? Je crois que notre ministère de la Justice a publié un communiqué disant « Nous n'avons rien à voir avec sa fuite vers Israël ». Vous preniez des rendez-vous avec ce type? Pouvez-vous imaginer le courage qu'il faut, ou plutôt l'audace absolue, pas le courage, l'audace, ce niveau de « je n'ai aucun respect pour votre pays », ou plutôt « je n'ai aucune crainte de votre pays parce que nous savons que nous contrôlons tout, surtout quand on parle des responsables de la cybersécurité en Israël ». Ils disent toujours « Oh, ils nous aident. La technologie israélienne, la tech israélienne est à la pointe aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons la relation que nous avons avec Israël. C'est pour ça qu'ils sont notre plus grand allié, parce qu'ils créent une technologie tellement performante. Oui, pour nous espionner et nous faire chanter. C'est à ça que sert cette technologie, les gens. Alors imaginez son audace. Il vient ici pour une conférence. Il rencontre des responsables de la NSA et il essaie d'avoir des relations sexuelles avec un mineur à Vegas parce qu'il le peut. Pourquoi pas? Oui, il essayait d'attirer un mineur pour aller voir un spectacle à Vegas. Absolument répugnant. Et ça n'a aucune importance. Il est de retour en Israël. Et vous savez, évidemment, ils ne vont pas nous donner... l'administration Trump ne va pas nous faire de déclaration à ce sujet. Ils sont occupés. Pam Bondi, en particulier, est occupée. Rappelez-vous, elle a dû répondre le jour même lorsqu'un étudiant, un garçon qui ne devrait jamais se prendre au sérieux et qu'on devrait tourner en ridicule toute sa vie pour avoir appelé les fédéraux et enregistré une dispute qu'il a eue avec un autre étudiant sur le campus. Voilà où en est la virilité en Amérique aujourd'hui. On a un gamin de 20 ans qui décide de porter un T-shirt de l'armée israélienne pour aller à la salle de sport sur un campus universitaire parce qu'il ne commet pas de génocide. C'est littéralement comme dire « allez vous faire foutre » à tout le monde sur le campus. Je m'en fiche. Et une fille lui a dit des choses, alors il a décidé de sortir son téléphone parce que c'est tellement viril. Je vais enregistrer la fille qui me parle, et puis elle le repousse. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de cet incident? Ce terrible incident. Le plus grand, c'était le pire incident d'antisémitisme, non? Cet enfant a beaucoup souffert, mais les autorités fédérales sont intervenues tout de suite. Pam Bondi a fait une déclaration, non? Il s'est impliqué là-dedans. Merci, Madame Press McCullough, a-t-elle déclaré, pour votre leadership et votre réactivité.
L'antisémitisme ne sera toléré ni en Floride ni ailleurs. Puis elle tague tout le monde pour avoir résisté à la poussée. La poussée. J'espère qu'il va bien. Ils ont même déclaré qu'ils allaient proposer un soutien psychologique aux étudiants sur le campus, car cette bousculade était extrêmement traumatisante. Pourquoi je ne pourrais pas simplement porter des t-shirts à l'effigie du génocide? Je ne comprends pas. Aller à la salle de sport. Oh mon Dieu, on regarde encore. Attention au contenu sensible. Elle lève son majeur. Et au fait, quand il publie ça, il écrit « wheezing », ce qui veut dire « rire ». Et puis, c'est génial, les fédéraux se sont impliqués et cette fille n'est plus revenue sur le campus depuis. Je me demande juste si les fédéraux auraient pu intervenir aussi rapidement quand quelqu'un a essayé d'avoir des relations sexuelles avec un mineur à Vegas alors qu'il prenait des rendez-vous avec eux. Et la réponse est non. C'est pour ça qu'il est retourné en Israël. Je vous le dis, la réponse est non. Ils ne peuvent pas faire ça. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de se battre. Des mots, pas des actes. Ce sont les paroles méchantes dont ils doivent s'occuper maintenant. S'assurer que les étudiants se sentent particulièrement en sécurité dans leurs espaces sur les campus universitaires. Bref, les gars, comme si ça ne pouvait pas être pire, parce que j'ai l'impression que cette année, pour une raison quelconque, les pédophiles sont en train de narguer l'humanité. La NPR a annoncé dans un titre qu'il y a une comédie musicale en préparation qui tourne autour de la bigoterie. L'antisémitisme et ils sont en train de monter une comédie musicale primée aux Tony Awards sur le lynchage réel d'un homme juif en 1915. Alors, si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est parce qu'une jeune fille catholique a été sauvagement assassinée par un riche juif à Atlanta, en Géorgie, qui était membre du B'nai B'rith, un groupe juif franc-maçon dont Sigmund Freud faisait également partie. Cela montre comment ils traitent les enfants. Freud était membre du B'nai B'rith. Ils étaient les précurseurs de l'ADL. L'ADL détient énormément de pouvoir. Ce type s'appelait Leo Frank, ce riche juif qui dirigeait une usine de crayons et qui a sauvagement assassiné Mary Fagan, une pauvre jeune fille catholique qui travaillait pour lui. Les personnes de cette usine, ces ouvriers, ont témoigné qu'ils étaient terrifiés par lui, qu'il était répugnant et qu'il leur faisait des remarques à caractère sexuel. Ce type était tellement riche et tellement puissant qu'il a ensuite essayé de faire porter le chapeau à un noir. Nous sommes à Atlanta en 1913. À l'époque, il ne fallait même pas de raison pour lyncher un homme noir, n'est-ce pas? On aurait pu dire simplement qu'il avait éternué dans leur direction et il l'aurait lynché. Les preuves étaient tellement accablantes que Leo Frank était coupable qu'ils ont en fait dit « Non, c'est bien toi qui as fait ça. Tu as fait ça et tu as essayé de le mettre sur le dos de ton employé noir parce que tu sais que c'est le Sud, que c'est raciste et que normalement on aurait lynché ce type. Mais tu es complètement noyé dans la culpabilité. Il a menti, a changé plusieurs fois sa déposition, puis a essayé d'impliquer un autre de ses amis, a essayé de lui faire porter le chapeau, d'accord? Et l'ADL essaie de revenir en arrière, de relancer l'affaire et de faire croire que Leo Frank a été victime d'un lynchage. Oui, il a effectivement fini par être lynché à cause de ce qu'il a fait à un enfant. Ils l'ont traqué et ils l'ont lynché. Mais ils veulent que vous croyiez que c'est lui la véritable victime de l'histoire, n'est-ce pas? Parce que pourquoi ne pourrait-on pas simplement tuer une fille catholique, n'est-ce pas? Tu es riche? Tu es juif? C'est une fille catholique. Tu fais partie de B'nai B'rith, un groupe juif assez puissant. C'est une organisation de francs-maçons et tu ne peux pas simplement tuer une fille catholique, épouser Fagin et t'en sortir comme ça. Maintenant, ils en font une comédie musicale parce que c'est comme ça qu'ils procèdent. Ils transforment ça en théâtre. C'est similaire à la façon dont on a appris, tu te souviens du Laramie Project, qui portait entièrement sur Matthew Shepard, et ils t'ont fait croire qu'il était une victime lynchée parce qu'il était gay. Ils refont la même chose, où ils doivent réécrire l'histoire, te mentir surtout. Mais je parie que ça va vraiment te toucher quand tu réaliseras qu'on ne peut pas simplement assassiner une petite fille catholique. Tu ne peux pas simplement la tuer. Tu ne peux pas simplement la tuer. Tu devrais être écœuré. Tu devrais être écœuré. C'était un être humain méprisable, un patron méprisable. Pendant toute ma vie, ils m'ont même fait une petite mention amicale, disant que je relayais la théorie du complot. Il est coupable, il a été condamné. Tu ne vas pas transformer cet homme en victime. Tu ne vas tout simplement pas le faire. D'accord? Ça n'arrivera tout simplement pas. Je vais faire une analyse approfondie sur qui était Leo Frank et sur mes soupçons concernant ses relations, ce qui explique pourquoi, depuis des décennies, vous essayez de blanchir son nom. J'ai quelques soupçons à ce sujet, encore plus puissants que le simple fait de posséder une fabrique de crayons. Je vais vraiment creuser cette affaire. Vous n'allez pas effacer l'histoire catholique. Vous n'allez tout simplement pas le faire.
D'accord? Vous faites ça depuis très longtemps. C'est pour ça que vous détestez les catholiques, parce que nous nous souvenons de l'histoire. Nous savons ce qui se passait en Europe, et vous détestez les catholiques parce qu'ils s'en souviennent. Et moi, je vais m'y accrocher encore un peu plus. Tant que j'aurai une tribune, que Dieu m'en soit témoin, je vous promets que je raconterai l'histoire de ce que Léo Frey a fait à Mary Fagan. D'accord? La victime ici, c'est Mary Fagan. Alors, peut-être qu'on devrait faire une comédie musicale sur ce qui est arrivé à Mary, pour Mary Fagan cette nuit-là. Lui, il était puissant. Elle était sans défense et elle était fauchée. Bref, laissez-moi vous dire ce que je ressens vraiment. Non, laissez-moi arrêter de vous dire ce que je ressens vraiment et maintenant vous dire que, en fait, c'est un peu similaire à ces procès présidentiels qui ont lieu, au cas où vous l'auriez manqué. Melania Trump, que j'aime beaucoup, honnêtement, c'est ma Trump préférée. C'est vraiment ma Trump préférée. Et vous savez, quand elle parle, je la trouve très digne et très puissante. Et quand elle prend une position très ferme, c'est parce que quelqu'un, avant tout, la première fois qu'elle l'a fait, c'était parce qu'il s'en prenait à son fils. Elle a dit « absolument pas, Baron est mineur ». Je crois qu'à l'époque, il l'accusait d'être autiste. La presse était tellement vicieuse et répugnante qu'il ne pouvait tout simplement pas le laisser tranquille parce qu'il détestait tellement Trump. Et il voulait que chaque aspect de la vie de Trump soit détruit. Et elle a pris une position très digne face à cela. Et elle a vraiment montré qu'elle était du genre « maman ne plaisante pas avec ça ». Eh bien, nous vous montrions des extraits de l'interview de Hunter Biden et il a évoqué l'affaire Jeffrey Epstein en disant très clairement « Est-ce que quelqu'un est censé croire que ce type s'en est simplement sorti et qu'ils n'ont pas plus d'informations ?» Honnêtement, Milo Yiannopoulos a dit « Je ne pense pas que nous en ayons. » Peut-être que nous l'avons fait. En fait, j'ai montré cette interview avec lui où il dit cela. Il se comportait comme l'héritier naturel du mouvement MAGA, comme s'il s'en fichait royalement, qu'il disait tout et n'importe quoi, qu'il en avait assez et qu'il s'en prenait aux journalistes. Il s'en prend à George Clooney, il s'en prend à son propre camp et traite ces gens d'imposteurs. Jake Tapper. C'était une interview rafraîchissante, sans aucun doute. Mais dans cette interview, j'avais un peu oublié que Hunter Biden avait laissé entendre que Jeffrey Epstein était la personne qui avait présenté Melania à Trump. Évidemment, c'est une accusation grave, qui n'a pas vraiment fait grand bruit, mais vu tout ce qui entoure Jeffrey Epstein et la colère des gens à son sujet et sur ce qu'il est réellement, on peut comprendre pourquoi Melania Trump ne veut pas de cette association, surtout si ce n'est pas vrai. Elle lui a donc envoyé une mise en demeure. Cela a fait grand bruit et elle a déclaré « Je vous poursuivrai pour $1 milliard si vous ne déclarez pas que cette information est à la fois fausse et diffamatoire. En gros, il faut que vous reveniez sur vos propos et que vous clarifiez la situation. » Eh bien, Hunter Biden a répondu à sa menace de poursuite judiciaire. Il est retourné dans l'émission d'Andrew Callahan et voici ce qu'il avait à dire. Mesdames et messieurs, le jour des litiges présidentiels est arrivé. C'est l'heure des procès. Dans ma main, une lettre de mise en demeure adressée à Monsieur Hunter Biden de la part de la première dame des États-Unis, exigeant une rétractation de la vidéo de Channel 5 intitulée Hunter Biden Returns, dans laquelle Monsieur Biden ici fait des commentaires spéculatifs sur la relation entre Jeffrey Epstein, Melania Trump et Donald Trump. D'accord. Eh bien, ils se connaissaient bien. Ils ont passé énormément de temps ensemble. Selon son biographe, c'est Jeffrey Epstein qui a présenté Melania. C'est ainsi que Melania, la première dame, et le président se sont rencontrés. Vraiment? C'est Epstein qui a fait les présentations? Oui, d'après Michael Wolff. Et donc, je ne peux que me fier à ce que les gens disent et je ne sais pas. Il n'a pas inventé ces affirmations de nulle part. Elles viennent d'un autre journaliste nommé Michael Wolff, qui est un biographe ayant réellement parlé à Jeffrey Epstein. Mais maintenant, nous en sommes là, et j'ai un document d'$1 milliard entre les mains parce que Madame Trump réclame $1 milliard de dommages et intérêts si nous ne retirons pas la vidéo. Et si Hunter ne présente pas d'excuses officielles à Madame Atou. Nous sommes donc réunis ici peut-être pour vous offrir l'occasion de présenter vos excuses à la première dame pour vos déclarations concernant ses liens possibles avec Jeffrey Epstein. Ça n'arrivera pas. Voilà. Il dit « fuck ça, ça n'arrivera pas ». Je pense que c'est pour ça que les gens, enfin pas les gens, je pense que c'est pour ça que Milo a dit qu'il était l'héritier naturel de MAGA. Et c'est parce qu'il est essentiellement, avant tout, c'est un argument valable qui a été publié dans un livre par, vous savez, si c'est quelque chose que Michael Wolff, dont je pense qu'il est un désastre absolu et qu'il a beaucoup menti.
Je ne comprends toujours pas pourquoi Trump lui a donné un accès. Je me souviens que ça m'avait frustré lors du premier mandat, quand il a écrit ce livre et dit avoir parlé avec Trump et entendu je ne sais quoi. C'était un menteur. Il ne fait aucun doute que Michael Wolff ment. Et je crois vraiment, Melania, que c'est un mensonge, car tant d'autres choses qu'il a écrites dans ce livre étaient fausses. Mais ça, il s'ensuit donc qu'il faudrait poursuivre Michael Wolff pour avoir publié ou tenu ses propos, quels qu'ils soient, avant de pouvoir s'en prendre à quelqu'un pour avoir répété ce qu'il a publié. Et donc, oui, je pense qu'il faut souvent se rappeler cela, qu'il n'agissait pas de mauvaise foi. S'il l'a lu et qu'il croit que c'est vrai, il serait très difficile pour elle d'atteindre le critère de malveillance réelle. Elle affirme que ce n'est pas vrai. Michael Wolff affirme que c'est vrai. Encore une fois, j'ai tendance à croire Melania parce que je la trouve très digne et qu'elle est en colère. Et c'est la raison pour laquelle elle a écrit cette lettre. Mais il ne vous revient pas d'attaquer Michael Wolff, ce que, pour être tout à fait honnête avec vous, nous aimerions tous voir. Je pense qu'il a montré qu'il a beaucoup de liens avec l'État profond. Et je pense que ce livre a vraiment été écrit parce que l'État profond essayait de faire partir Trump. Je crois vraiment que c'est la raison pour laquelle ils l'ont fait. Et c'est la raison pour laquelle Trump est cerné en ce moment, parce qu'il a tout simplement remis les rênes à l'État profond, comme en témoigne le fait qu'il laisse tomber l'affaire Jeffrey Epstein. Et je suis désolée, je ne peux absolument pas dire que je pense que Melania a été plus affectée par l'affaire Jeffrey Epstein que les Américains ne l'ont été par le refus de son mari d'approfondir cette histoire. Donc, j'aime vraiment bien Melania. J'espère que je comprends ce qu'elle ressent en tant que mère, évidemment. Et j'espère que elle pourra peut-être faire comprendre à Trump que cela est inacceptable. Vous savez, si vous voulez être le leader du monde libre, si vous voulez être le président des États-Unis, alors il va falloir avoir le courage de dire la vérité aux Américains. Nous connaissons déjà la vérité, alors autant la dire franchement. Bref, les amis, avant de passer à certains de vos commentaires, je veux vous parler de Brickhouse Whey, parce que si vous avez essayé plein de poudres protéinées au fil des années, vous connaissez la chanson. Ça peut être bizarre, surtout les textures. C'est souvent crayeux, il y a un arrière-goût, des ingrédients dont on ne peut même pas prononcer le nom. Eh bien, les médecins de Brickhouse Nutrition m'ont expliqué pourquoi les poudres protéinées échouent. C'est à cause des protéines de mauvaise qualité, auxquelles on ajoute des agents de remplissage bon marché comme la maltodextrine, le soja, le sirop de maïs, le sodium et la cellulose. Oui, c'est ça qui les rend mauvais. Si votre poudre protéinée ne fait pas l'affaire, alors vous devriez passer à Brickhouse Whey Protein. Brickhouse Whey est conçu par des médecins, pas par des marketeurs. C'est la nouvelle science de la poudre protéinée qui offre des résultats que vous pouvez ressentir immédiatement. La formule pure de Brickhouse Whey favorise la croissance musculaire pro, offre une énergie exceptionnelle et une récupération rapide après l'entraînement. Sans lactose, donc pas de ballonnement ni de maux d'estomac. Que vous alliez à la salle, couriez après les enfants ou essayez de rester en forme, cette protéine s'adapte à votre vie. Passez à Brickhouse Whey. Pour des résultats garantis où vous serez remboursé, rendez-vous sur thenewway.com et utilisez le code promo Candice pour bénéficier de 20% de réduction sur votre commande. Encore une fois, le code promo est Candice sur thenewway.com. Je vais aussi vous parler de 7 Weeks Coffee. Je vous parle tout le temps de 7 Weeks Coffee. C'est la société de café Pro-Vie d'Amérique qui a pour mission de financer le mouvement Pro-Vie, une tasse de café à la fois, et ils ont atteint une étape incroyable. Plus d'1 million de dollars ont été donnés au mouvement Pro-Vie. Nous savons pourquoi il s'appelle 7 Weeks Coffee. C'est parce qu'à 7 semaines, un bébé est de la taille d'un grain de café. Et c'est aussi le moment où un battement de cœur est clairement détecté à l'échographie. C'est pourquoi il donne 10% de chaque vente pour soutenir les centres d'aide à la grossesse dans les 50 États, en fournissant des échographies, des ressources pour les mamans dans le besoin et de l'espoir pour les familles. Tout a commencé avec une simple idée. Utilisez votre tasse de café du matin pour défendre la vie. 7 Weeks Coffee, plus qu'un café au goût exceptionnel, sans moisissures ni pesticides, cultivé à l'ombre, pauvre en acidité, issu de l'agriculture biologique. Il coche toutes les cases. Alors rendez-vous sur 7weekscoffee.com et vous économiserez 15% à vie si vous vous abonnez et vous recevrez un cadeau gratuit. De plus, exclusivement pour mes auditeurs, si vous utilisez le code Candice lors du paiement, vous bénéficierez de 10% de réduction supplémentaire sur votre première commande. Cela fait donc un total de 25% d'économie sur votre première commande, plus un cadeau gratuit. N'oubliez pas que votre commande aidera directement à soutenir un réseau de plus de 1000 organisations pro-vie à travers les États-Unis. Rendez-vous sur 7weekscoffee.com. Utilisez le code promo Candice dès aujourd'hui. Très bien, je voulais très rapidement, avant de passer aux commentaires, lire l'un des commentaires qui se trouvait sous l'épisode d'hier, écrit par Ana Maria Dominguez, un nom très espagnol, ce qui a du sens. Et elle a écrit «
Je viens d'Espagne et notre roi Philippe a récemment été accusé par des journalistes de se rendre fréquemment au Maroc pour avoir des relations homosexuelles avec de jeunes garçons locaux. Jusqu'à présent, personne de la famille royale d'Espagne n'a démenti ces accusations. C'est un monde de fous. Ça m'a rappelé quelque chose. Et je veux être clair, je ne suis pas sûre que ce soit l'Espagne ou si c'était l'Italie. Et pour une raison quelconque, je pense que c'est l'Espagne parce que je me souviens avoir fait des recherches sur Theodor Herzl, qui est un élément très pertinent dans ce contexte. Il avait rendu visite et je pense que la raison pour laquelle je crois que c'était l'Espagne, c'est parce que c'était après le roi Umberto. Je suis désolée, je pense que c'était l'Italie parce que je crois que je faisais des recherches après que le roi Umberto ait été assassiné. Et la personne qui est arrivée ensuite a essentiellement dit à Theodor Herzl, « Mes ancêtres sont, des Juifs sabbatéens. » Donc, je vous parlais de ce mouvement sectaire qui croyait à la pratique de l'inceste et de la pédophilie et à l'idée qu'ils devaient pécher pour s'élever dans le monde. Ainsi, à travers la profondeur de leurs péchés, ils gravissaient les échelons dans le monde. Et cela était connu sous le nom de sabbatianisme franquiste. Et il a déclaré cela officiellement à Theodor Herzl. Encore une fois, c'était soit l'Espagne, soit l'Italie. Mais vous devriez faire des recherches sur cette période de Theodor Herzl et sur l'Espagne et l'Italie et voir ce que vous trouvez. Mais tout le monde, dans chaque pays, devrait faire des recherches à ce sujet, car c'est en quelque sorte ce qui unit le monde entier. Et c'est pour cela qu'on en parle dans cette émission. Nous plongeons dans l'histoire. Nous voulons que vous soyez conscients des choses qui se passaient. Et il y a tellement plus que j'ai recherché et que j'ai hâte de vous présenter. J'aimerais pouvoir prendre une année sabbatique pour faire des recherches, pour être honnête. Parfois, je me dis que j'ai besoin de prendre une semaine de congé juste pour faire des recherches, parce que tout commence à s'assembler et une image claire se dessine sur ce qui s'est passé, ce nouvel ordre mondial a été établi. Il est très clair qu'il a été établi. Et je dirais qu'il y a eu, en quelque sorte, ce grand reset mondial, probablement autour de 1850. Et en réalité, nous avons permis à des gens comme les Sigmund Freud de ce monde de former une nouvelle hiérarchie et d'introduire de nouvelles idées. Et il faut en quelque sorte remonter en arrière et comprendre qui sont ces personnes pour comprendre notre présent. C'est pourquoi nous lisons. On sait que vous attendez le club de lecture très bientôt. Le club de lecture commence dans 45 minutes, en fait. Nous lisons The Assault on Truth et nous revenons en arrière pour comprendre les choses. Donc, on va vous retrouver dans seulement 45 minutes pour le club de lecture. Si vous ne nous avez pas encore rejoints, vous pouvez le faire. D'accord, encore quelques commentaires avant qu'on s'arrête, histoire que je puisse faire une pause avant d'attaquer le club de lecture, pas le Brook Club. Nous avons David qui écrit UT. Est mignon et il en fait un peu trop. Il en prend trop pour son grade. Macron et moi, c'est plus juste. Merci beaucoup, David. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous n'arrêtez pas de mentionner UT. On ne montre jamais UT dans l'émission. Donc c'est bizarre que vous continuez à en parler. Super Coco écrit « Monde fou, j'en fous ». Candice, comment ne pas devenir fou de nos jours? Connaissance, le savoir est la véritable liberté. La véritable connaissance est la véritable liberté. Dex écrit « La Cour supérieure du Delaware a statué contre Newsmax pour diffamation. Il déteste les conservateurs. J'espère que vous pourrez au moins transférer l'affaire devant un tribunal fédéral du Delaware, étant donné que les Macron sont des ressortissants étrangers. Tous mes vœux. Oui, l'affaire de diffamation contre Dominion Voting System, la raison même pour laquelle ils ont fait appel à Tom Clare, un ensemble de règles totalement différents. Tout d'abord, ils ont conclu un accord, donc en réalité, il n'y a pas eu de jugement contre eux. Il s'agissait d'un règlement à l'amiable, ce qui signifie que cela se fait en dehors du tribunal. En général, lorsqu'il s'agit d'une organisation de presse, la raison pour laquelle elle conclut un accord n'est pas parce qu'elle pense qu'elle ne pourrait pas gagner, c'est parce qu'elle perdrait en gagnant, c'est-à-dire qu'elle devrait alors remettre toutes ses communications et cela pourrait être un processus très douloureux pour une entreprise de presse. C'est pourquoi je pense que CNN, était-ce CNN qui a aussi conclu un accord avec Trump? Vous ne voudriez pas avoir, c'était ABC? D'accord. ABC et CBS, vous ne voulez tout simplement pas vivre ce processus de découverte vraiment pénible. Je suis prêt à être examiné parce que je n'ai rien à cacher. Il n'y a pas eu de collusion. Il n'y a évidemment eu aucune coordination avec des politiciens d'extrême droite en France ou ailleurs, ni en Russie. Tout cela est complètement fou. Ils savent que c'est complètement fou. Donc, je n'ai rien à cacher. Et puis, il s'agit d'un président en exercice de la France. Ce n'est pas une entreprise privée, comme Dominion Voting. L'idée que nous n'ayons pas le droit de critiquer
les présidents en exercice est hors de contrôle. Ça ne peut tout simplement pas passer en Amérique. Mais il y a encore beaucoup à venir. Nous avons, je pense, une stratégie juridique très efficace ici. Et nous attendons avec impatience la phase de découverte. De mon côté, je n'ai rien à cacher. J'imagine, étant donné qu'ils cachent tout, que les Macron ont beaucoup de choses qu'ils veulent dissimuler. Ensuite, un gouvernement suffisamment bon a fait respecter les droits au travail. Quand j'étais dans la garde nationale, on nous disait toujours qu'Abu Ghraib était la raison pour laquelle les soldats de la garde nationale étaient rarement déployés par la suite. Cette logique n'a jamais eu de sens pour moi, pourtant. Très intéressant. Je ne le savais pas. Zach Warden écrit « Avez-vous enquêté sur Return to the Land ?» C'est une communauté réservée aux Blancs, qualifiée d'antisémite et mise sur liste noire par l'ADL. Les États-Unis, le procureur du district de l'Est de l'Arkansas a transmis leur dossier au ministère de la Justice. J'ai visité la propriété et interviewé un dirigeant. Non, je n'ai aucune idée de ce qu'est Return to the Land. Je vais devoir me renseigner. Mais, je veux dire, tout ce qui est mis sur liste noire par l'ADL est généralement probablement quelque chose que vous devriez soutenir. Oui, parce que l'ADL est né de B'nai B'rith et qu'ils étaient des fanatiques francs-maçons. Ils l'ont créé pour mentir, diffamer les gens afin de protéger Léo Frank. Et comme je l'ai dit, je pense que sa lignée comptait plus pour eux que ce qui a été rendu public jusqu'à présent parce qu'ils paniquent à propos de l'affaire Léo Frank et ils mentent à ce sujet. Mais nous avons tous la possibilité de faire des recherches et d'en apprendre plus sur cette affaire. Et vous devriez le faire. Cette pauvre fille, Neri Fagan. Bref, les amis, on se retrouve demain. Et si vous êtes dans le club de lecture, je vous retrouve dans environ 45 minutes.